Bien, écoutez, bonjour à tous. Bienvenue au second Webifil. Alors, Webifil, c'est le nom des webinaires de VGFil. Donc, c'est le second que l'on organise et on a la chance d'avoir apparemment beaucoup de gens inscrits, puisque je crois que c'est plus de 150 personnes qui sont inscrites. Donc, je pense qu'il y en a qui vont nous rejoindre un petit peu en cours de route. La conférence internationale sur les ravageurs et les auxiliaires qui était prévue fin octobre a été décalée à octobre 2021 pour les raisons sanitaires que tout le monde connaît. Il y avait pour cette conférence, il y avait 90 communications qui étaient prévues, dont beaucoup étaient très riches d'informations et aussi riches d'originalité dans les informations développées. Et on a souhaité, en attendant, pour faire patienter un petit peu les participants traditionnels à la conférence internationale, on a souhaité prendre quelques communications qui étaient prévues pour octobre, les mettre d'actualité à travers ces webifils. Une des conférences que l'on a traditionnellement, une des communications que l'on a traditionnellement lors de ces conférences porte sur les ravageurs introduits dans les périodes précédentes, et c'est une communication qui est toujours très attendue parce que c'est un peu un point d'étape sur les introductions de nouveaux ravageurs. Alors, ça a été fait en 2005, ça a été fait en 2014, et là, en 2020, grâce aux travaux de Jean-Claude Stretto, de Raphaël Moutet et de beaucoup de leurs collègues, on peut avoir un bilan des ravageurs introduits entre 2015 et 2020. Nous avons voulu partager ces résultats sans attendre, donc 2021. Et donc, c'est Raphaël Moutet de l'ANSES et Jean-Claude Stretto de l'INRAE qui nous feront cette présentation. Et on les en remercie déjà par avance. Au cours de l'exposé, il y aura des séances de questions, c'est-à-dire qu'on a voulu donner un rythme à l'exposé de façon à ce que ce ne soit pas une seule présentation, mais plutôt plusieurs petits morceaux de présentation. Tout est cohérent, hein, vous inquiétez pas, mais il y aura des séances de questions en cours de l'exposé. Ces questions doivent être posées à travers le chat. Donc, nous les retranscrirons auprès des intervenants. Ce webifil, normalement, se termine à 12 heures. Enfin, on souhaite respecter le timing. Et avant de commencer le webifil de Raphaël et de Jean-Claude, je laisse la parole à Alice pour nous présenter les activités de VGFil. Alice, c'est à toi. Oui, alors je vais juste, voilà, pour les personnes qui ne connaîtraient pas VGFil, je vais vous présenter rapidement qui est VGFil. Donc VGFil, c'est une association de loi 1901, elle a été créée en 1984. C'est en fait une plateforme d'échange entre tous les acteurs de la santé des végétaux, et c'est pour permettre des échanges scientifiques et d'informations à partir de références dans chaque réseau, pour partager durablement, pour protéger durablement les végétaux au service de l'homme, de son alimentation et de l'environnement. Alors, donc, comme je vous disais, les objectifs de VGFil, c'est de fédérer tous les acteurs, de favoriser les échanges entre eux. Donc, pour ça, on a 13 commissions. Donc, les plus connues, c'est le Columa pour les mauvaises herbes, la commission maladie, la commission des essais biologiques qui fait des méthodes qu'on appelle CEB pour les expérimentations, la commission ravageurs et auxiliaires, donc, dont André est le président. Et il y a également plusieurs groupes de travail. Et donc, par exemple, le groupe de travail sur les maladies du feuillage de la vigne, les ravageurs souterrains et Diapotrica. Et on organise également de grandes conférences, donc la CIRA pour les ravageurs et auxiliaires, la CIMA pour les maladies, la COMAPI pour les moyens alternatifs et le Columa pour les mauvaises herbes. Donc, ce qui nous permet de fournir de l'information, mais également de proposer des formations.
Et donc, les productions de Végifil, comme je vous disais, ce sont les méthodes CUB. Il y a également nos formations. Donc, il y en a 4 sur la partie expérimentation. On est également présent pour la formation biocontrôle et protection biologique intégrée et la reconnaissance des mauvaises herbes. On met aussi à disposition les annales des conférences. Bientôt, en début d'année prochaine, il y aura la base de données bibliographie. Là, récemment, on a mis en ligne la base de données terminologie sur tous les termes qui sont utilisés en protection des végétaux. Mais également, le titre Phytoma appartient à Végifil et c'est GFA qui l'édite. Et notre dernière production, ce sont les Webifil. Et donc, le prochain Webifil sera bien sûr maintenant l'année prochaine, le 15 janvier 2021. Alors, un petit changement par rapport aux autres créneaux, c'est que là, on sera plutôt dans l'après-midi, étant donné que l'intervenant sera du Québec. Donc, voilà, pour ne pas le réveiller trop de bonheur, on a préféré mettre l'après-midi. Et le prochain Webifil portera sur l'agressivité de la punaise Nabis americoferus et de la génétique à la lutte biologique. Voilà, c'est une punaise prédatrice. Et donc, voici les références où vous pouvez nous joindre, Végifil, et n'hésitez pas à consulter notre site internet végifil.fr. Donc, bonjour à tous, merci de nous avoir rejoints et d'écouter ce Webifil. Donc, je suis avec Raphaël Moutet dans la même salle, c'est pour ça que nous resterons masqués, malheureusement. Et bon, on s'en excuse, mais on ne peut pas faire autrement. Donc, nous allons vous présenter ce matin, donc pendant à peu près 1h30, les questions étant incluses, les insectes ravageurs introduits en France métropolitaine, donc sur la période 2014 et 2020. Donc, on a fait ce travail, c'est une collaboration entre l'INRA et l'ANSES. Donc, il y a des collègues de l'INRA et des collègues de l'ANSES qui ont travaillé à cette présentation et à cet inventaire. Alors, les invasions biologiques, on commence à bien les connaître, malheureusement. Depuis les années 2000, c'est plus nouveau. On commence à bien connaître leur impact sur la biodiversité. On connaît aussi leurs impacts sur les activités humaines, dont l'agriculture et également la santé des plantes, notamment, qui est la partie la plus impactée par ces invasions biologiques. Bon, ces invasions, en ce qui nous concerne, ce sont essentiellement des arthropodes invasifs. Ce sont les moins étudiés par rapport aux vertébrés ou aux mauvaises herbes, par exemple, enfin aux mauvaises herbes, aux plantes invasives. Le nombre d'études sur les arthropodes est très faible. Par contre, ça représente, comme d'habitude, l'immense majorité des invasions qui ont lieu. Et donc, l'objet de cette étude et de cette présentation, c'est de vous faire un point sur les invasions biologiques d'insectes susceptibles d'avoir un impact sur la santé des plantes et surtout des cultures. Alors, comme l'a dit André, c'est pas la première fois qu'on fait cette présentation. En fait, on la fait assez régulièrement, tous les 5 ans ou tous les 10 ans, suivant nos emplois du temps. Donc, le premier bilan a été fait en 1950, enfin, a été fait en 2000, sur la période 1950-1999, par nos 2 collègues Michel Martinez et Jean-Claude Maloza, qui sont tous les 2 partis à la retraite depuis. On a pris le relais sur la période 2000-2005, voilà, qui a fait l'objet d'un article dans Phytoma, puis ensuite sur la période 2005-2014, et on avait prévu cet automne de faire un point sur la période 2014-2020. Et puis, bon, bien évidemment, à cause du Covid, on l'a pas fait en direct à Montpellier, mais on le fait actuellement donc pendant ce webinaire. Donc, il y a eu un article dans Phytoma que vous avez peut-être déjà vu. Alors, comme on a le souhait de comparer les différentes périodes et de suivre l'évolution de ces invasions biologiques, du coup, on reprend à chaque fois le même protocole. Et donc, voilà. Et donc, je vais vous expliquer comment on compte ces espèces, parce qu'on est obligé de faire un choix quand on choisit les espèces, et on les choisit de la même manière depuis l'an 2000. Alors, tout d'abord, on ne sélectionne que les espèces qui sont introduites par l'homme, ce qui veut dire que tous les ravageurs émergents ou réémergents, c'est-à-dire des ravageurs présents sur le territoire qui causaient pas forcément de dégâts avant, qui en causent ces dernières années, ceux-ci, on les compte pas. Voilà. Donc, par exemple, les ligus, qui sont des espèces de punaises qui causent actuellement de gros dégâts, qui en causaient pas il y a une dizaine d'années, on les a pas comptés dans la liste parce qu'elles n'ont pas été introduites. Ensuite,
on ne compte que les espèces établies, c'est-à-dire qui ont effectué au minimum un cycle biologique sur notre territoire, donc en France métropolitaine. Et par exemple, on ne comptera pas dans notre liste Bactrocera dorsalis, qui a été intercepté dans des ports et des aéroports, mais qui en définitive, pour l'instant, a priori, ne s'est jamais reproduite chez nous. Et puis, on ne prend en compte que les espèces d'intérêt agronomique. Donc, on va laisser tomber toutes les espèces, et il y en a énormément, mais qui arrivent dans le milieu naturel, mais qui ne posent pas de problème à l'agriculture. Et c'est le cas, par exemple, de ce Solenostedium, qui est une très belle punaise, qui a été découverte sur le continent et en Corse, mais qui, a priori, ne posera pas de souci à l'agriculture. Voilà, donc ce qui limite un peu la liste. Donc on peut passer à la diapo suivante. Voilà. Alors la période concernée, c'est 2014, enfin juillet 2014, juin 2020, donc c'est à peu près 6 ans. Alors comment on a fait pour dresser la liste qu'on va vous présenter aujourd'hui? Tout d'abord, on fait de la bibliographie, donc française et étrangère, mais il y a 2 revues principales dans lesquelles des entomologistes français ont pris l'habitude de publier leurs découvertes et leurs nouvelles découvertes. Et donc, en fait, une grande partie de ce qui est publié sur les nouvelles espèces invasives d'arthropodes en France sont publiés dans le bulletin de la Société entomologique de France et dans l'entomologiste. Ce sont deux médias qui sont bien utilisés pour ça. On a également regardé les forums et les outils de sciences participatives. Il y a particulièrement le forum insect.org que vous connaissez peut-être, qui est très actif sur les nouvelles découvertes d'espèces invasives. Donc, ça regroupe pas mal de naturalistes qui sont vraiment à l'affût et qui publient beaucoup de choses. Et beaucoup des données qu'on va vous donner aujourd'hui viennent de ce forum-là. Ensuite, on suit une plateforme d'épidémiosurveillance. Donc ça, c'est une plateforme qui a été mise en place par l'INRA et la DGAL pour surveiller notamment les espèces envahissantes. Alors, cette plateforme, elle est toute récente. Donc, pour l'instant, on l'a peu utilisée. Dans le diaporama que vous allez voir, on l'a peu utilisée. Mais son rôle dans la veille concernant les espèces envahissantes, d'insectes ou de maladies, va sans doute augmenter dans les années à venir. Et on va suivre effectivement leurs alertes régulièrement. On a également utilisé les analyses effectuées par le laboratoire de la santé des végétaux de l'ANSES, qui centralise tous les insectes qui sont prélevés dans les ports, les aéroports. Et donc, c'est un moyen très intéressant d'avoir des données inédites et d'effectuer cette surveillance. Au Centre de biologie pour la gestion des populations qui se situe à Montpellier, il y a pas mal d'entomologistes, de l'INRA, du CIRAD, de l'IRD. Et comme ce sont des experts dans leur domaine, ils reçoivent également pas mal d'échantillons et parfois des espèces invasives, donc ce qui nous permet aussi d'accroître notre surveillance. Et puis enfin, on a un réseau d'experts qu'on connaît et qu'on entretient, qui nous fournissent également de l'information. Donc grâce à tout ça, on a dressé une liste. En diapo suivante, voilà. Alors, avant d'attaquer le vif du sujet, je vais juste vous donner quelques mots sur l'importance agronomique des espèces que nous mettons dans cette liste. Donc, on se limite aux espèces qui ont un intérêt agronomique. Cette notion est subjective. Donc là, à gauche, vous avez une photo de fraise attaquée par Drosophila suzuki. La plupart d'entre vous doivent connaître cette mouche qui est devenue le ravageur numéro 1 sur les petits fruits. Donc, son importance agronomique, elle n'est pas discutable, elle est énorme, elle se chiffre en plusieurs millions d'euros. Et puis, à côté, on a des espèces comme Dictyla indigena, qu'on va vous présenter tout à l'heure, qui est une bête des îles Canaries qui s'attaque à une seule espèce d'échium ornemental. Alors, bien évidemment, la personne qui a son échium attaqué, pour elle, c'est un impact agronomique. Par contre, c'est sans commune mesure avec les dégâts infligés par Drosophila suzuki aux productions fruitières. Ces espèces-là, même si elles sont un peu mineures, on les garde quand même comme espèces pouvant avoir un impact agronomique. Par contre, on n'a retenu que des ravageurs, donc des phytophages. On a laissé tomber tous les auxiliaires. Et donc là, à droite, je vous ai mis un magnifique Trisolcus qui s'attaque à un œuf de punaise. Donc, tous ces auxiliaires, ces pollinisateurs qui peuvent être introduits en France, ceux-là, on ne les a pas pris en compte. On n'a pris que les phytophages. Et ça, de manière à pouvoir comparer d'une année sur l'autre l'évolution de ces invasions. Voilà, donc je vais laisser la parole à Raphaël, qui est à côté de moi. Elle va continuer
à vous présenter donc ce que nous avons trouvé durant ces 6 années. Donc, du coup, en appliquant la méthodologie décrite par Jean-Claude, on a pu lister sur la période juillet 2014-juin 2020 52 introductions d'insectes d'importance agronomique. Donc, sur ces 52, il y en avait 45 qui correspondaient bien à notre période juillet 2014-juin 2020 et 7 qu'on a listées qui, en fait, concernaient la période antérieure à juillet 2014, mais qui avaient été oubliées des précédents bilans, ou bien lorsqu'il s'agissait de publications ultérieures à 2014. Donc, le tableau complet de ces 52 introductions signalées, il est disponible dans le dernier numéro de Phytoma. Donc là, pour notre webinaire, on a décidé de pas vous présenter dans le détail ces 52 introductions parce que sinon on en aurait pour la journée. Donc, plutôt, on va essayer de vous donner une vue d'ensemble de l'évolution des introductions au cours du temps, la composition et quelles sont les zones d'origine, les filières d'importation. Et ensuite, on va vous présenter plus en détail une sélection, un focus sur quelques espèces qui ont été introduites sur cette période, donc environ une douzaine d'espèces qu'on juge d'importance. Et donc pour commencer, voilà, on a repris quelques chiffres pour la France, donc ça permet de situer un peu le nombre d'espèces d'insectes ravageurs en France, donc environ 2200. Et donc dans les bilans sur les espèces introduites, on a listé depuis 1950 233 insectes ravageurs introduits. Donc ce qui montre que plus d'un ravageur sur 10 en France est une espèce d'insecte introduite, ce qui est quand même non négligeable. Donc, si on s'intéresse à l'évolution de ces invasions au cours du temps, donc sur les 4 périodes étudiées, en fait, on avait avant 2000 un nombre d'insectes ravageurs introduits en France par an qui était relativement limité, entre 1 et 2 espèces de ravageurs introduites par an. Et on voit depuis les années 2000 dans les bilans faits qu'on est assez stable et on tourne entre 7 et 8 espèces d'insectes qui sont introduits chaque année et qu'on a un impact agronomique. Donc en dessous là, vous voyez, il y a 4 illustrations un peu pour illustrer ces 4 périodes-là avec avant 2000, Bemisia thalassique, donc un aleurode qui transmet un certain nombre de virus. Diabrotica virgifera pour la période 2000-2005, donc la chrysomèle du maïs. Pour la période 2005-2014, donc Drosophila suzuki qu'on ne présente plus. Et pour notre période 2014-2020, la période en question, on s'est proposé de l'illustrer avec un thingide, donc Corytuca arcuata, qui s'attaque aux chênes. Donc si on va un peu plus dans le détail de quelle est la composition de ces espèces introduites, donc c'est un tableau qui reprend par ordre d'insectes. Donc vous voyez sur la colonne bleue, il y a des ravageurs introduits, et sur la colonne verte, le nombre de ravageurs en France, dans ces ordres-là. On constate que la répartition par ordre, elle n'est pas forcément la même partout. On retrouve certains ordres avec beaucoup de ravageurs introduits. Donc, on voit par exemple les tisanoptères, il y a un tiers à peu près des espèces qui sont des ravageurs introduits. Et des ordres aussi où c'est assez important en termes de nombre d'espèces. Donc, par exemple, les hémiptères, on a un nombre de ravageurs introduits qui est conséquent avec plus de 130 espèces introduites pour au total 560 espèces ravageurs en France. Et d'autres ordres, au contraire, où le nombre de ravageurs introduits, il est moins conséquent. Par exemple, chez les lépidoptères, on a une vingtaine de ravageurs introduits, alors qu'il y a près de 700 ravageurs en France. Donc c'est assez variable selon les ordres, avec une importance particulière pour les hémiptères. Donc ici, vous voyez sur le diagramme à gauche, c'est la répartition pour notre période concernée, donc 2014-2020, des ordres de ces 45 espèces introduites. Donc on a un bon tiers qui sont des hémiptères, un autre bon tiers où ce sont des coléoptères, et le tiers restant qui divise entre d'autres ordres, donc diptères, hyménoptères, lépidoptères, tisanoptères. Donc on voit qu'on retrouve l'ensemble des principaux ordres de ravageurs, et donc une surreprésentation de certains groupes qui peut s'expliquer notamment par leurs caractéristiques biologiques. Donc notamment, par exemple, dans les coléoptères, on va avoir
des espèces introduites, pas mal de xylophages qui se retrouvent associés notamment aux matériaux d'emballage en bois, par exemple. Ou dans les hémiptères, des espèces de petite taille phytophages qui sont très étroitement liés à leur plante hôte et qui vont, par exemple, voyager de manière inaperçue avec les marchandises échangées. Donc maintenant, si on considère les aires biogéographiques pourvoyeuses des invasions, on va retrouver sur notre période concernée 2014-2020 un certain nombre d'insectes introduits qui sont originaires d'Asie, donc à peu près 44% des espèces listées, suivant ensuite l'Amérique du Nord, l'Afrique, l'Australasie, etc. Et donc en fait, ces aires pourvoyeuses d'invasion, elles sont aussi le reflet en partie des flux commerciaux, que ce soit en termes de volume de marchandises importées, échangées, mais aussi en termes de diversité des produits végétaux qui sont échangés. Et ça, on le voit aussi bien quand on fait les analyses officielles à l'importation, où on voit, on a notamment pas mal d'interceptions qui se font à l'import avec comme origine d'Asie, donc qui se retrouvent en principale source des introductions. En ce qui concerne les filières d'invasion, donc sur notre période, on a eu la moitié des insectes invasifs introduits qui attaquent ou touchent des cultures ornementales. Donc l'importance de l'ornement. Et donc ça s'explique, ça peut s'expliquer du fait que les cultures ornementales, ça représente une très grande diversité d'espèces végétales. Et ça multiplie d'autant les organismes nuisibles potentiellement associés. Et aussi parce que ce sont des produits végétaux qui sont largement échangés à travers le monde. Et on trouve aussi ensuite des insectes qui s'attaquent notamment à la forêt. Et donc là, on a un certain nombre d'insectes xylophages notamment qui sont concernés. Merci beaucoup Raphaël et Jean-Claude avant. Il y a deux questions qui portent sur les types de ravageurs. Je m'explique un petit peu. Quand vous citez qu'il y a 2200 ravageurs, est-ce que vous incluez uniquement les arthropodes ou est-ce que vous avez aussi les autres ravageurs? Je pense aux oiseaux, aux rongeurs, aux nématodes. Et dans la même veine de questions, il y a une question qui porte sur l'inclusion des biotypes, c'est-à-dire lorsque vous décrivez une nouvelle espèce, est-ce que vous décrivez en tant qu'espèce ou en tant que biotype? Alors pour la première partie, on comptabilise que les insectes, dans tous les chiffres qui ont été donnés, c'est uniquement insectes ravageurs. D'accord, il n'y a pas les acariens par exemple? Non, il n'y a pas les acariens, il n'y a pas les autres. D'accord. Il n'y a pas les nématodes, les champignons, enfin, on est resté insectes ravageurs. Sait-on si le volume des flux commerciaux a explosé depuis 2000? Alors, oui. Enfin, ce qui a changé en 2000, pile, c'est l'ouverture de la Chine. Et en fait, sans doute que les flux commerciaux avec la Chine ont explosé. Et dans la période précédente, l'essentiel des bêtes introduites arrivaient d'Amérique du Nord, qui était notre principal partenaire commercial. Et à partir de l'ouverture de l'Asie, c'est arrivé d'Asie. Donc, c'est très, très corrélé. Après, pour répondre à la question des biotypes, qu'on a oublié, on n'a pas pris en compte les biotypes dans cette présentation-là parce qu'en fait, dans les ravageurs qu'on a eus durant cette période, on les connaît pas au point de connaître leurs biotypes. Ça concerne surtout Bemisia, les biotypes, et c'était dans la période précédente. Je ne crois pas que mes prédécesseurs aient pris en compte les biotypes lorsqu'ils ont fait leurs calculs. Il y a une question aussi qui pose sur donc vous avez dit que c'était surtout les cultures ornementales qui étaient source d'invasion. Est-ce que ces invasions touchent uniquement les cultures ornementales et quelle est la part des cultures qui servent à l'alimentation, des cultures agricoles, on va dire, qui sont touchées par ces invasions? Vous avez une idée du pourcentage? Oui, si tu remets le camembert, on va le voir. En fait, on doit l'avoir à peu près sur nos statistiques. Là, on va vous les remontrer. Voilà, donc vous voyez que la moitié, c'est de l'ornement. Ensuite, on a des cultures maraîchères. Ça représente 6%. Les céréales, 4%. Et l'arbo, 13%.
En fait, donc voilà. Pourquoi on a des cultures ornementales? Un, parce que il y a une très grande diversité végétale. Donc ça arrive, il y a un très grand commerce qui est de plus en plus important. Et surtout, il est beaucoup moins contrôlé que les cultures alimentaires. Les cultures alimentaires, depuis la crise du phylloxéra dans les années 1880, on a mis en place au niveau mondial des mesures phytosanitaires pour réduire les risques d'invasion. Et ces mesures, elles marchent en définitive pas trop mal. Et donc, en ce qui concerne la vigne, l'arboriculture et les céréales, on a des barrières aux frontières qui sont très efficaces. Et donc, ça limite les invasions. Les cultures ornementales, on n'a pas tout ça. Et donc, du coup, c'est une porte ouverte à de très nombreuses invasions. Et le souci qu'on voit actuellement, c'est que ça arrive avec de l'ornement, mais les bestioles qu'on a, elles viennent attaquer les plantes fruitières, elles viennent attaquer les plants forestiers. Et ça, c'est un gros souci actuellement. Par exemple, si on prend une maladie comme Xylella fastidiosa, alors effectivement, on l'a arrêtée via la vigne, puisque c'est à cause d'elle qu'il y a une très très forte régulation de la vente des plants de vigne. Par contre, elle est arrivée avec du caféier, d'ornement, qui n'était pas du tout prévu initialement comme vecteur de Xylella. Donc ça, il faut vraiment être très très vigilant sur l'ornement actuellement. Il y a une question qui porte aussi, est-ce que ce genre d'étude est fait sur d'autres régions, notamment déjà l'Europe d'une manière générale, et puis est-ce que par exemple on a les mêmes niveaux d'invasion aux États-Unis? Enfin, est-ce qu'on sait dans d'autres régions du monde? Est-ce qu'il y a ces études qui sont remarquables que vous faites? Est-ce que vous les avez aussi? Est-ce qu'il y a des équivalents dans d'autres régions? Donc, à l'échelle européenne, il y avait eu un listing des différentes espèces invasives au travers du programme DESI, mais ça remonte à quelques années. Après, des études qui soient faites exactement selon les mêmes critères et qui puissent être comparées, je sais pas. Alors, mais il y a pas mal de publications quand même sur les insectes invasifs en général dans différentes régions du monde et on voit en tout cas les mêmes tendances se dégagent sur l'augmentation après les années 2000, sur le nombre d'espèces introduites qui est assez important. Donc on voit les mêmes tendances dans différentes zones, en tout cas en Europe ou en Amérique du Nord, même si la méthodologie n'est peut-être pas exactement la même à chaque fois. Alors effectivement, l'Italie publie beaucoup sur ces espèces invasives, ce qui nous arrange bien parce qu'en général, ça arrive d'abord en Italie avant de nous arriver. Par contre, je ne sais pas s'ils font des synthèses comme ça sur une longue période. J'en ai pas vu. Les États-Unis, peut-être par groupe. Il faudrait qu'on fasse la bibliographie de manière plus poussée. Ce qui est certain, c'est que il n'y a pas que l'Europe qui est envahie d'espèces invasives. Les États-Unis sont bien plus envahis que nous. Il y avait des conséquences agronomiques souvent beaucoup plus importantes. Et en Asie, on n'a pas énormément d'informations, mais il y a quelques gros ravageurs qu'on leur a refilés et qui causent des très très gros problèmes en Chine également. Mm-hmm. En général, on a un triangle entre les États-Unis, l'Asie et l'Europe. Ces trois zones climatiques à peu près similaires, on a des climats tempérés, on a des gros échanges, des gros volumes commerciaux, et en général, ces espèces invasives, elles circulent entre ces trois continents. Et donc, ça passe souvent de Chine aux États-Unis, puis des États-Unis à l'Europe, ou directement de Chine à l'Europe. Il y a tous les cas possibles. Du coup, on va poursuivre en vous faisant un focus sur quelques-unes des espèces introduites entre 2014 et 2020. Donc, je vais plutôt vous présenter des coléoptères, et puis Jean-Claude va poursuivre et va plutôt vous présenter des hémiptères. Donc, la première espèce qu'on va vous présenter, c'est Anoplophora chinensis. Donc, c'est le capricorne asiatique des agrumes. Donc, c'est une espèce originaire d'Asie qui est très polyphage et qui a un impact potentiel sur de nombreuses plantes ligneuses. Et donc, c'est une espèce qui avait déjà été introduite en France en 2003, en Ardèche, à proximité d'une pépinière. Et elle avait été éradiquée. Et en fait, elle a été réintroduite en France en 2018 avec un foyer qui a été détecté sur la commune de Royan, en Charente-Maritime, donc en zone urbaine avec une détection dans le jardin d'un particulier. Donc là, ce que vous pouvez voir sur la photo, c'est on voit des trous de surplis au niveau du tronc, donc à la base du tronc et sur les racines.
donc un impact potentiel très fort. Et donc, c'est une espèce qui est listée de quarantaine prioritaire au niveau de l'Union européenne. Donc, il y a une surveillance active de cette espèce-là et des mesures de contrôle importantes en cas de détection de foyer, donc avec arrachage notamment des arbres contaminés et mise en place de surveillance active. Donc là, on le voit aussi avec des brigades cynophiles à Royan, donc avec l'intervention de chiens. Et donc ce cas, il est assez intéressant parce qu'il montre que même si on peut arriver à éradiquer des espèces de ravageurs de temps en temps, on n'est pas à l'abri de réintroduction. Donc un second exemple, c'est également un cérambicide, donc il s'appelle Xylotretus chinensis, originaire d'Asie également. Il s'attaque essentiellement aux morus, donc aux mûriers blancs, mûriers platanes. Il a été introduit en France, détecté en France en 2017, en deux foyers distincts. Le premier, il est situé à Bordeaux, sur la métropole de Bordeaux, donc en Gironde, et le second sur la commune de Sète, dans l'Hérault. Il provoque des dégâts assez importants au niveau des mûriers. Donc vous voyez deux photos de dégâts au niveau des troncs. Donc c'est des photos qui viennent d'Espagne et de Grèce, parce que cette espèce a également été introduite donc en France et aussi en Espagne et en Grèce. Donc là, on a deux espèces de scolytes, donc du genre Xylosandrus. Donc en haut, c'est Xylosandrus crassusculus et en dessous, Xylosandrus compactus. Donc deux espèces également d'origine orientale qui sont très polyphages et qui ont toutes deux été détectées en France en 2014 et 2015 respectivement. Donc initialement dans le sud-est de la France, donc dans Alpes-Maritimes Var, et il y a depuis Xylosandrus crassusculus qui a commencé à se disséminer un peu plus avec des signalements dans des Hérault, je crois, et également dans le sud-ouest de la France. Et elles ont chacune en France un peu leur plante hôte préférée. Donc il y a Xylosandrus crassusculus qui s'attaque surtout au caroubier en France, donc Ceratonia silica. Donc c'est ce que vous voyez sur la première photo avec des dégâts sur caroubier qui sont assez caractéristiques, c'est qu'on a des petits bâtonnets de sueur qui sont expulsés, donc c'est lié à l'activité des larves dans les galeries. Et la deuxième, donc Xylosandrus compactus, qui s'attaque surtout au laurier sauce. Et donc vous voyez aussi sur la photo, ça provoque des dessèchements de feuilles, de plantes, de tiges, qui peuvent être assez préjudiciables, notamment pour les cultures ornementales. Le laurier sauce étant pas mal ornemental, le laurier sauce étant pas mal utilisé en ornement. Donc ces deux espèces-là qui peuvent être assez problématiques. Donc une autre espèce de coléoptère, là c'est un charançon, donc famille des curculioninées, c'est Aclaeus taiwanensis, qui est une espèce qui s'attaque aux figuiers cultivés, donc Ficus carica. Elle est originaire d'Asie et elle a été détectée en France l'année dernière, donc dans le Var et en Corse. Et vous pouvez voir des photos une photo où on voit une nymphe et un adulte au niveau du collet de l'arbre. Et donc, ça provoque aussi des dégâts assez sérieux sur les figuiers. Et cette espèce, elle a aussi été introduite en Italie, donc à partir de 2005, où elle a été initialement identifiée comme Aclaeus cribratus, mais en fait, il s'agit de l'espèce Aclaeus taiwanensis. On passe aux hémiptères et je vais commencer avec une cochenille, donc qui s'appelle Ripersila ibici. Donc c'est aussi une espèce de quarantaine. Originaire d'Asie. Donc c'est une espèce polyphage qui s'attaque aux parties souterraines, donc aux racines des plantes. Et elle a été détectée en France en 2017. C'est un cas où c'est une détection très localisée et ponctuelle, où ça a été fait dans les Alpes-Maritimes sur des plantes en pot. Et c'est vrai que dans la littérature, cette cochenille, elle est surtout signalée comme potentiellement problématique sur des plantes ornementales qui sont en pot. Je vais maintenant passer la parole à Jean-Claude qui va poursuivre avec des tingides. Je poursuis avec quelques hémiptères. On a sélectionné ce qui nous semblait soit les plus intéressants, soit les plus impactants pour l'agriculture. Donc celui-ci, c'est a priori une des espèces introduites sur la période qui posera le plus de problèmes éventuellement. Donc Corytucas arcuata, donc c'est le tigre du chêne, donc un proche cousin du tigre du platane que tout le monde connaît. Donc il a été découvert en 2017. Autour de Toulouse, et puis on a de gros foyers aussi en Aquitaine, notamment à Pau et dans les Landes. La photo que je vous présente, c'est à Pau, en jardin espace vert.
Donc, il est originaire, comme la plupart des corytucas, enfin comme tous les corytucas d'ailleurs, d'Amérique du Nord. Et lui s'attaque au quercus. Alors, pas toutes les espèces de quercus, mais il aime bien un grand nombre de quercus européens. Et donc, vous voyez les types de dégâts, hein, c'est exactement la même chose que sur le platane. Donc, ça tue pas les arbres, mais ça peut les affaiblir quand on a des grosses populations. En ornement, bien évidemment, les arbres sont pas très beaux. Et puis, ça picote aussi les promeneurs. Et dans la diapo suivante, je vous ai mis deux chênes, un qui est plus sensible que l'autre aux attaques. Et vous voyez quand même que la défoliation peut être extrêmement sévère à droite. Le chêne qui est à droite, là au fond, est vraiment fortement défolié par cette bête-là. Les pays d'Europe de l'Est sont très inquiets pour leur forêt. C'est une espèce qui a été introduite d'abord en Italie, où elle a pullulé pendant un certain temps, mais sans passer trop ailleurs. Et puis ensuite, elle est passée en Turquie, et de Turquie, elle a envahi de manière très rapide tout l'est de l'Europe, et puis elle nous est arrivée. Alors, un autre tigre, qui en lui, pareil, il va s'attaquer au laurier, celui-là. Donc, c'est la deuxième bête invasive sur le laurier, donc on se récupère deux ravageurs sur laurier. Celui-ci est intéressant, c'est Stephanitis lauri. Donc, on connaît le Stephanitis du poirier, Stephanitis piri. Alors, cette espèce-là, elle est intéressante. Pourquoi? Parce qu'elle a été décrite, comme vous le voyez, en 2014 par un Allemand qui l'a trouvée en Crète. Et donc, au départ, le collègue allemand, il nous dit c'est une espèce endémique de Crète. Alors, nous, on n'y croit pas du tout qu'il soit endémique de Crète, pour la bonne raison que en Crète, il y a beaucoup d'entomologistes qui y sont passés, notamment de très bons spécialistes des punaises. Ils n'auraient pas pu y passer à côté. Moi-même, j'étais en Crète en 2013. J'ai récolté cette espèce qui est restée au congélateur pendant un petit moment avant qu'on l'introduise en France. Et donc, du coup, on pense plutôt à une origine asiatique. Donc, on est en train de faire de la génétique pour savoir si elle est proche des espèces asiatiques, ce qui est probablement le cas parce que les Stephanitis sont très diversifiés en Asie. Donc, il n'est pas connu dans sa zone d'origine, que ce soit l'Asie ou ailleurs. Les dégâts sont assez sévères sur le laurier et on les remarque très loin. Donc là, vous voyez des dégâts sur feuilles de laurier. Donc, classique d'un piqueur-suceur avec de la fumagine, des miellas et des décolorations. Alors, le dernier tingite, je vous en ai parlé tout à l'heure en introduction. Donc, celui-là, il est un peu spécial. On s'attendait à tout sauf à cette espèce-là comme espèce invasive. Pourquoi? Parce que c'est un endémique des îles Canaries et de Madère. Donc, une bête très localisée qui est spécialisée sur un échium en particulier. Ce sont les gros échiomes très, très beaux de ces îles-là, qui s'appellent échium condicans. Donc, on ne s'attendait pas du tout à la voir comme invasive, et encore moins dans la région où elle se trouve, puisqu'elle est en Bretagne. Donc, la Bretagne et les Canaries, c'est pas vraiment le même climat. Il faut croire que ce qui limite cette espèce-là, c'est surtout les gelées l'hiver. Et donc, en Bretagne, elle s'y plaît bien, et elle cause des dégâts assez importants sur ces échiomes-là. Pour l'instant, elle est localisée donc en Bretagne. Donc, ça fait partie des espèces vraiment imprévisibles. Alors, on a introduit pendant cette période-là également deux cicadelles. Donc, Ichinomus amatus, donc elle a été détectée en Corse pour la première fois dans le cadre de la surveillance de Xylella. C'est une espèce qui a été introduite précédemment en Slovénie, qui est assez polyphage et qui vient d'Asie. On ne sait pas trop quel impact elle aura en Europe. En tout cas, c'est dans le genre Ichimonus, on a quand même pas mal d'espèces qui transmettent des phytoplasmes. Donc ça, c'est une espèce à suivre. Une deuxième espèce introduite, cette fois-ci d'Amérique du Nord. Donc il s'agit de Gicradia politoria, donc qui est également polyphage, mais qui s'attaque à la vigne, qui transmet des phytoplasmes à la vigne. Et elle, pareil, elle a été détectée d'abord en Italie, et puis ensuite en Corse, dans le cadre de l'étude sur Xylella, et puis également dans plusieurs départements, donc notamment de l'ouest de la France, en Gironde, enfin je ne les connais pas tous, mais enfin en Aquitaine essentiellement. Donc ça là aussi une espèce à surveiller. Alors, on a de la chance dans cette période, on a une nouvelle famille qui vient d'arriver pour la France, une nouvelle famille d'hémiptères, les Ricaniidés. Donc, les Ricaniidés, ce sont des bêtes plutôt tropicales. On en a récupéré deux pendant les 5 années précédentes, ce qui est beaucoup. Donc, ça, c'est la première, donc, qui s'appelle Pochasia champtungensis, qui vient donc d'Asie, qui est un gros ravageur polyphage en Asie. Donc, on a un ravageur majeur en Chine, en Corée et au Japon. Et donc, voilà, donc elle a été introduite d'abord en Italie, pas en Italie, d'abord en Turquie, et puis ensuite, je crois qu'on est le premier pays d'Europe à l'avoir signalé.
Donc, c'est une bête qu'il va falloir surveiller. Si elle nous fait les mêmes dégâts qu'en Chine, ça sera assez ennuyeux. Donc, les dégâts, c'est des piqueurs-suceurs typiques avec de la production de Miela. A priori, elle transmet pas vraiment de maladie pour ceux qu'on en sait. Par contre, elle a la fâcheuse manie, comme comme pas mal de cigales et de cicadelles, de pondre ses œufs dans les branches et donc de créer des éclatements d'écorce et des dégâts typiques de ponte donc dans le bois. On craint essentiellement pour les arbres fruitiers, les arbres d'alignement. Alors ça, c'est son petit cousin, Ricania speculum, pareil oriental, pareil polyphage. Là aussi, on craint pour les arbres fruitiers, les arbres d'ornement. On voit les pontes là sur la droite. Donc c'est une espèce qui, elle, a été introduite avant en Italie et qui donc est arrivée en France. Donc pareil à surveiller. A priori, elle ne transmet pas de maladie, mais les dégâts directs pourraient être très importants. Moi, j'ai vu des Ricania en Chine. C'est vraiment impressionnant. Il peut y avoir des pullulations à tel point qu'on voit plus les branches tellement qu'il y en a dessus. Donc, espérons que ça va pas arriver à ce niveau-là chez nous. Voilà, on va s'arrêter là pour le moment. On en a quelques-unes à vous présenter ensuite. Déjà, sur celle-ci, si vous avez des questions, on va essayer d'y répondre. Il y a des questions sur les risques, en fait, que portent ces nouveaux ravageurs. Il y a notamment une mention qui est faite de Corytuca arcuata en Espagne sur les arbres fruitiers. Quels sont les risques en France de cette punaise sur les arbres fruitiers? Alors, ça me surprend beaucoup qu'il y ait de la Corytuca arcuata sur l'arbre fruitier parce qu'elle est vraiment un fléau de aux chênes et pas à tous les chênes. On a une grosse différence entre les espèces. Donc, ça m'étonne beaucoup. Je voudrais regarder cette référence en Espagne. Bon, honnêtement, je pense pas qu'il y ait d'énormes soucis sur les arbres fruitiers. Après, peut-être qu'en Espagne, ils ont une autre espèce, parce que des Corytuca, il y en a 70 espèces en Amérique, très très proches les unes des autres et très difficiles à identifier. Donc, à voir ce qu'ils ont vu réellement en Espagne et à voir si ça faisait vraiment des dégâts. Moi, ça m'étonne un peu, à voir et à surveiller en tout cas. D'accord. Alors ensuite, il y a toute une série de questions sur les transmissions de phytoplasme, en tout cas la vection de micro-organismes pathogènes pour Ichinomus, Gicradia et Ricania. Est-ce qu'il est prévu des études de suivi des phytoplasmes potentiellement transmis? Et puis, il est fait mention de populations importantes de Gicradia sur vigne en Gironde. Donc, quels sont les risques pour la vigne de Gicradia? Alors, on n'a pas fait d'analyse de risque sur l'ensemble de ces ravageurs, on n'en a même quasiment pas fait. Enfin, on en fait quand on nous en demande, mais là, il n'y en a pas eu, donc on n'a pas de données très très précises, mais ça serait effectivement des espèces peut-être sur lesquelles il faudrait se pencher et sur lesquelles la DGL pourrait demander des analyses de risque à l'ANSES. Sur Gicradia, on a très très peu de recul. On a un seul cas signalé. Ah oui, alors il y en a donc à Bordeaux. Il y en aurait beaucoup en Gironde, semble-t-il. Oui, mais il y en a beaucoup dans ce coin-là. Alors, pour ceux qu'on en sait, aux États-Unis, elle transmet un phytoplasme qui s'appelle le grapevine yellow, je crois. Donc, il n'y a pas de raison pour qu'elle n'en transmette pas chez nous non plus. Effectivement, ça serait des études à faire. La découverte est assez récente. Pour l'instant, nous, on n'a pas prévu de chercher des phytoplasmes et des virus dedans parce que c'est pas notre travail. Il faudrait que l'INRA de Bordeaux se mette sur le sujet, si ça semble important à la profession. Ça pourrait être aussi fait par l'ANSES, mais à Angers. Ce qu'il y a, c'est que ça peut remettre en question la lutte contre la flavescence, si toutefois elle transmet la flavescence, par exemple. Hier, j'ai fait un peu de vidéo, j'ai pas vu qu'elle transmettait la flavescence, mais ça a peut-être pas été regardé. Donc ça fait partie effectivement des questions qu'on peut se poser et des questions importantes qu'il va falloir creuser dans les années à venir. Ouais. D'accord.
Donc voilà, je crois que c'est le principal. Après, il y a beaucoup de discussions sur la pyrale du buis, mais vous ne l'avez pas abordé directement. Alors, j'ai un peu de mal à poser une question claire sur les discussions qui sont en cours sur la pyrale du buis. Il y a deux tendances, si je peux dire, ceux qui considèrent qu'elle est toujours là et active, en tout cas dans certaines régions, et puis d'autres régions où elle aurait disparu, ou en tout cas elle serait en forte régression. Donc voilà, il y a beaucoup de discussions sur l'évolution des populations de pyrale du buis. Bon, on espère qu'elle est en forte régression. Ça semble pas être le cas partout, mais bon. Ouais, c'est logique. En fait, quand on a une invasion, on a d'abord une explosion énorme. Et là, ça a été vraiment le cas pour la pyrale du buis. Et puis après, ça se calme. La pyrale du buis, une fois qu'elle a mangé tous les buis, elle meurt de faim. Donc du coup, elle se calme forcément dans les endroits où elle a vraiment pullulé. Et puis ensuite, il y a les prédateurs et les auxiliaires naturels qui commencent à la réguler. Et donc l'un dans l'autre, quand ça se passe bien, une invasion, au bout d'un moment, ça se calme. Sur la pyrale du buis, il faut espérer que ça va se calmer avant que le buis disparaisse. Ouais. Ça va être là la question. Et puis alors, il y a une dernière question, et puis après, on va peut-être pouvoir reprendre le cours de la présentation. C'est, est-ce que les prédateurs du tigre du poirier peuvent être aussi prédateurs de Corytucar tuata? C'est possible, mais on en a déjà très très peu et très peu efficace sur le tigre du poirier. Donc, a priori, ils ne seront pas meilleurs sur celui du chêne ni sur celui du platane. Donc cette fois-ci, on propose de faire un peu le point sur des espèces qui en 2014 étaient à nos portes et voir si en 2020 sont-elles arrivées ou non. Du coup, lors de la précédente période, on avait alerté notamment sur des espèces de coléoptères qui pouvaient présenter un risque en France. Donc d'une part, deux espèces d'Epitrix qui sont donc des alpes sur pommes de terre. Donc deux espèces réglementées qui sont présentes en Espagne et au Portugal. Donc Epitrix papa et Epitrix cneri. Et en fait, ces espèces ne sont toujours pas présentes en France en 2020. Ensuite, une autre espèce de coléoptère qui présente un risque important, qui est Popillia japonica, donc c'est un rucellide, un scarabée, qui lui a été introduit en Italie en 2014, dans le nord de l'Italie, dans les régions surtout Lombardie, Piémont. Donc là-bas, il y a des niveaux de population qui sont très importants. Mais par contre, c'était pas encore énormément disséminé. Il a toujours pas été introduit en France non plus. Et ensuite, une autre espèce de coléoptère, donc Agrillus planipenis, qui est la grille du frêne, et qui représente aussi une menace importante. Donc les deux dernières, c'est des organismes de quarantaine prioritaires pour. Et donc lui, il est présent dans la partie occidentale de la Russie. Et il a été détecté récemment en Ukraine, mais il n'a pas non plus continué sa progression vers l'ouest de l'Europe, donc toujours présent en France. Par contre, si on revient au genre Epitrix, on a eu, sur la période concernée, l'introduction d'une espèce d'Epitrix en France qui est Epitrix hirtipeni, donc qui est une espèce originaire d'Amérique du Nord qui s'attaque aux solanacées et essentiellement à l'aubergine et au tabac. Donc, elle a été signalée en France en 2016, du coup, essentiellement sur aubergine sous serre, donc dans les Bouches-du-Rhône, et maintenant, on la trouve également dans le sud-ouest de la France. Donc maintenant, quelques diptères. Donc, il y avait deux espèces, on se demandait si elle n'arriverait pas en France prochainement. Donc, Zaprionus indianus, donc qui est une drosophile afrotropicale, d'origine afrotropicale. Donc oui, celle-là, elle a bien été introduite en France. Donc, on va y revenir juste après. Et une deuxième qui est un agromyside, donc Ophiomia quansonis, qui s'attaque à une plante ornementale, donc les Generocadis. Donc lui, non, on ne l'a pas retrouvé en France sur la période concernée. Donc pour ce qui est des Aprionus, en fait, c'est pas une espèce de Aprionus qui a été introduite en France, mais deux espèces. Donc on a eu Zaprionus indianus et Zaprionus tuberculatus, qui ont toutes deux été détectées sur le territoire, donc en 2016 et en 2018. Donc Zaprionus indianus était dans les Alpes-Maritimes et Zaprionus tuberculatus dans l'Hérault et en Corse. Donc c'est deux espèces d'origine afrotropicale qui sont très polyphages et donc qui s'attaquent surtout aux fruits endommagés et notamment aux figues.
Donc, à ce jour, elles ont été inscrites sur liste d'alerte de l'OPP pour un peu alerter sur un risque potentiel, mais on ne sait pas trop si elles pourront vraiment occasionner des gros dégâts ou pas sur les cultures fruitières. Alors, je vais prendre la suite. Donc, c'était en 2014, on vous avait dit, voilà, ces 3 punaises-là vont arriver. Donc là, on va faire pareil, on va regarder si elles sont arrivées ou pas. Donc la première, vous le savez, elle est arrivée puisque je vous en ai déjà parlé, c'est Corytuca, donc arcuata, le tigre du chêne. La deuxième, c'est Thomastocoris peregrinus, qui est une bête très particulière, une famille de punaises qu'on n'avait pas en Europe et qui attaque l'eucalyptus. Lui aussi est arrivé. Donc il va causer sans doute des dégâts assez importants aux eucalyptus. Après, l'eucalyptus n'est pas une plante extrêmement importante chez nous, contrairement au Portugal ou au Chili où elle a été introduite également et où elle fait des dégâts considérables. Et puis la dernière qu'on redoute et qu'on redit toujours, c'est Megacopta fibraria, qui n'est pas encore là et qui est une espèce d'origine asiatique qui est en train de pulluler aux États-Unis, où elle attaque notamment le soja. Celle-ci n'a toujours pas été introduite. Par contre, on l'a interceptée déjà à 2 reprises au niveau des ports et des aéroports en France. Alors, juste pour vous montrer les dégâts de Thomastocoris peregrinus, donc c'est une espèce d'origine probablement australienne, mais qui n'a été décrite qu'en 2006, alors qu'elle a envahi l'Argentine. Alors ça, c'est encore une bête un peu surprenante. Les Australiens, ils ont eu une grosse pullulation de cette bête à Sydney dans les années 2000. Alors, je vais vous parler d'un certain nombre de bêtes qui sont toujours à nos portes et donc il va falloir se méfier du coup. Alors, il y en a certaines, on va les remettre dans la liste des bêtes à nos portes puisqu'elles n'ont toujours pas été introduites. Et puis, il y en a d'autres qui nous font un peu peur, donc je vais vous en rajouter quelques-unes. Alors, la première, c'est un cas un peu particulier. Acanalonia conica, c'est une bête d'une famille qu'on n'a pas en Europe, qui s'appelle les Acanalonidae, qui a été introduite après qu'on ait fait notre liste, donc dans la deuxième partie 2020. Donc elle est bien présente en France, celle-ci, elle a déjà été trouvée. Et donc celle-ci, elle n'est plus à nos portes. C'est un ravageur polyphage, si je me souviens bien, qui pourrait être un peu important comme Metcalfa. Ensuite, on a Megacopta cribaria qui est toujours en train de pulluler aux États-Unis. Le fait qu'on en ait intercepté déjà plusieurs fois en France, ça doit nous alerter sur une possible introduction et un possible établissement de cette espèce-là chez nous. Agrilus planipennis, c'est le gros problème qui nous attend sur le frêne, en plus du calara. Donc les frênes n'ont vraiment pas besoin de cette espèce-là en plus. Aux États-Unis, elle a fait d'énormes dégâts et donc il faut vraiment qu'on soit vigilant sur cette espèce d'Agrilus. Et puis on a les 2 Epitrix sur la pomme de terre qu'on n'a toujours pas, mais qui sont en Espagne, qui causeront pas d'énormes dégâts, mais qui par contre nous fermeront pas mal de portes à l'exportation et qui donc d'un point de vue économique pourraient avoir d'importantes conséquences. Donc celles-ci aussi, il vaut mieux les surveiller et éviter de les introduire. Là, ensuite, on a 4 gros problèmes, notamment sur l'arbre fruitier, qui nous attendent. En Popillia japonica, toujours en Italie, on se demande comment il a fait pour ne pas passer les Alpes, mais en tout cas pour l'instant, il n'a toujours pas passé les Alpes. C'est vraiment une bête qui inquiète beaucoup l'Europe, parce qu'on sait les dégâts qu'elle fait aux États-Unis, notamment sur la vigne, et on sait les niveaux de population hallucinants qu'il y a en Italie. Donc celle-ci, on la surveille, et on va mettre en place en 2021, normalement, un projet de science participative pour que tout le monde puisse la détecter. C'est une grosse bête, elle se prête bien aux sciences participatives et donc on va essayer de faire une application pour la suivre de manière plus active. C'est le cas aussi d'Aromia bungi, là, qui est tout à fait à droite, qui est un gros cérambicide avec un thorax rouge. Une très belle espèce qui est présente en Italie et en Allemagne et qui va s'attaquer aux arbres fruitiers. Et pour en avoir vu en Chine, je peux vous dire qu'elle fait d'énormes dégâts, notamment sur les prunus. Donc une bête à surveiller aussi. On va également faire une application de science participative pour essayer de la surveiller plus activement.
C'est la même chose pour l'Icorma delicatula. Alors, l'Icorma delicatula, c'est la très belle cicadelle au sens large, là qu'on a au milieu, avec des ailes rouges. C'est une très grosse bête qui est d'origine asiatique, qui a été introduite aux États-Unis, où elle fait des dégâts considérables, notamment sur la vigne, mais c'est une espèce polyphage qui est capable d'attaquer aussi des arbres fruitiers. Et donc celle-ci, on n'aimerait surtout pas l'introduire. Elle n'a jamais été trouvée pour le moment en Europe, et on espère qu'elle ne le sera pas. Et on va également mettre en place, parce que c'est aussi une grosse bête très caractéristique des sciences participatives, pour essayer de la surveiller de manière plus active. Et puis enfin, il y a une bête qu'on vous a pas illustrée parce qu'on n'avait pas de place et pas de photos, c'est Triosa erythraeae, qui est donc un trips, un psylle, pas un trips, un psylle qui transmet une maladie imprononçable au citrus. Donc celle-ci, elle est pas loin, et donc elle pourrait arriver également. Donc on la surveille. Et enfin, il y a deux bêtes tropicales qu'on a mis un peu à part parce qu'elles font partie des espèces tropicales dont je vais vous parler après, qui a priori ne devraient pas s'établir chez nous, mais avec le réchauffement climatique, on se pose des questions. Donc il y a Spodoptera frugiperda, qui est une noctuelle très similaire à celle qu'on a en Europe, qui s'appelle Spodoptera littoralis, qui est une bête d'origine américaine, qui a été introduite en Afrique où elle fait des dégâts mais gigantesques sur le maïs notamment, le sorgho. Et c'est une bête qui vole toute seule de manière très efficace et qui pourrait franchir la Méditerranée et nous arriver un jour ou l'autre. Et si elle s'établit, ça pourrait faire de gros dégâts. Et ensuite, on a une mouche des fruits qui nous inquiète beaucoup, Bactroceras zonata. Pourquoi elle nous inquiète? Parce que c'est une mouche des fruits, un téphritide, donc c'est des ravageurs très importants sur les fruits tropicaux. Et celle-ci, on la piège régulièrement, notamment à Roissy et autour de Montpellier, dans des pièges à phéromones destinés à la surveiller. Donc on sait qu'elle arrive, malgré les mesures qui sont prises sur les fruits pour empêcher qu'elle n'arrive. On sait qu'il y en a qui s'échappent. Pour l'instant, elle ne peut pas s'établir, probablement pour des raisons climatiques. Mais que va-t-il se passer avec le réchauffement? Donc c'est la question dont je vais vous parler maintenant. Voilà. Alors avant de parler du réchauffement climatique, deux diapos pour vous montrer, pour essayer de discuter sur la gravité en termes agronomiques de la période des 6 ans qui viennent de s'écouler. Là, je vous ai fait une liste des principaux ravageurs qui avaient été introduits dans la période précédente, c'est-à-dire entre 2005 et 2014. Donc, entre 2005 et 2014, c'était à peu près 10 ans. Et on avait eu un nombre record de ravageurs vraiment très graves pour l'Europe et pour la France. Donc, je vous en ai mis quelques-uns, mais notamment, il y a le premier, le charançon rouge du palmier, qui a détruit quasiment tous les palmiers en Corse, qui fait d'énormes dégâts sur toute la Riviera et toute la côte méditerranéenne. Alors certes, c'est des cultures ornementales, mais d'un patrimoine quand même très important. Donc une bête très grave. On a eu le Cynips du châtaignier, qui est à côté, en haut. Donc lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait chuter la production de châtaignes de manière catastrophique pendant plusieurs années. Alors là, on est en passe d'avoir réglé le problème et les châtaigniers recommencent à produire de manière un peu normale grâce à un programme de lutte biologique qui a été mis en place contre ce Cynips par l'INRA d'Antibes. C'était quand même un gros problème sur châtaignier. Autre énorme problème qu'on présente plus, c'est Drosophila suzuki sur tous les petits fruits, donc qui est devenu un des ravageurs principaux de l'agriculture française actuellement. On a eu aussi Tuta absoluta durant cette période sur tomates, gros ravageur également sur tomates. La fameuse spirale du buis dont tout le monde parle apparemment dans le forum, qui est en passe de bien détruire les buis et on espère qu'elle va se calmer avant de les avoir éradiqués de notre territoire. La punaise diabolique, donc Alliomorpha alice, elle aussi introduite dans la période précédente avec, pour l'instant, elle a envahi quasiment tout le territoire. On a quelques dégâts sur arbres fruitiers, mais c'est l'avenir qu'on redoute le plus. Avec les populations qui augmentent actuellement de manière régulière, on s'attend à avoir des dégâts tôt ou tard. Et la profession d'arboriculture est très inquiète concernant cette espèce. Et puis le frelon asiatique,
qui concerne un peu moins l'agriculture, mais beaucoup l'apiculture, également introduite sur cette période-là. Donc, entre 2005 et 2014, on a quand même eu l'introduction de poids lourds en termes de dégâts pour l'agriculture. Alors, qu'est-ce qui se passe cette fois-ci? Donc, entre 2014 et 2020, donc, on a un niveau élevé d'introduction. Par contre, les espèces introduites, pour le moment, ne semblent pas du niveau dramatique de ce qui s'était passé dans les 10 années précédentes. Alors, j'espère qu'on ne se trompera pas, mais pour nous, c'est quand même un peu moins grave. Donc, les espèces les plus graves que nous avons listées, que nous estimons être les plus graves, parce qu'en définitive, c'est l'avenir qui nous le dira. Ceci étant, quand on a découvert pour la première fois les ravageurs dont je viens de vous parler pendant la période précédente, on savait très bien à quoi s'attendre. Là, cette fois-ci, on ne sait pas trop à quoi s'attendre, et donc c'est plutôt rassurant. Au moins, on n'a pas d'extrêmes mauvaises nouvelles, mais quand même. Donc, je vous ai listé donc le tigre du chêne, qui inquiète beaucoup les forestiers. Je vous ai mis les 2 ricanidés, parce que c'est des ravageurs importants dans leur pays d'origine. On ne sait pas du tout comment ils vont se comporter actuellement. Donc, vous avez mis Epitrix urtipenis, qui attaque effectivement les aubergines, mais ça sera sans doute moins grave que Tuta sur tomate. Et puis, on a mis Zaprionus indianus. Mais on estime que, a priori, ça devrait être quand même moins grave que Drosophila suzuki. Et puis, on n'y avait pas pensé, mais on aurait pu ajouter également au moins la cicadelle gicradia, puisque apparemment, elle présente des populations importantes sur vignes dans le Bordelais. Voilà. Alors, pour terminer, d'habitude, on ne parle pas de réchauffement climatique dans ces conférences-là parce qu'on se focalise sur les espèces purement introduites via le transport, le commerce. Et puis, actuellement, on se pose des questions et donc je vais vous en tenir 2 mots parce qu'on se rend compte depuis les 5 dernières années que le nombre d'espèces qui augmente, qui arrivent à cause du réchauffement climatique sont quand même très, très nombreuses, contrairement aux périodes précédentes. La première et la plus importante, c'est une punaise verte que tout le monde connaît, qui s'appelle Nesara viridula, qui, il y a 50 ans, était une bête plutôt tropicale qu'on connaissait dans le sud de l'Europe, autour de la Méditerranée. Si vous travaillez en protection des plantes, cette espèce-là, elle a remonté vers le nord en Europe depuis plusieurs années. Elle est passée en Alsace actuellement où elle fait de gros dégâts et des grosses populations. Elle est en Belgique, aux Pays-Bas. Donc elle envahit toute l'Europe et c'est clairement lié au réchauffement climatique. On a des études au Japon qui montrent aussi sa progression du sud vers le nord du Japon avec des données précises sur le fait que c'est clairement lié aux températures beaucoup plus chaudes que cette espèce progresse vers le nord et dont les populations également augmentent. Alors, c'est pas la seule punaise à venir en France et à augmenter donc sa répartition. Je vous en ai mis 4 qui vont pas faire a priori de dégâts parce qu'elles sont sur des plantes hôtes pas très importantes, mais qui doivent nous alerter quand même. Donc ces 4 espèces-là, c'est 4 espèces rouges et noires ou de grosse taille qui sont très faciles à repérer et qui n'ont pas pu échapper à des entomologistes, notamment des entomologistes qui aiment bien aller dans les régions méditerranéennes du sud de la France. Alors c'est pour ça que je les ai choisis, parce qu'à chaque fois on peut se dire, bon peut-être qu'elles étaient là, mais qu'elles étaient passées inaperçues. Ces 4 espèces-là, elles n'ont pas pu passer inaperçues. Donc c'est réellement des espèces qui étaient présentes soit en Afrique du Nord, soit en Espagne, et qui ont passé les Pyrénées, et qui donc sont arrivées chez nous très dernièrement. Donc, notamment Cénocoris nerii sur le laurier rose, qui est une espèce que les naturalistes attendaient depuis longtemps, parce que c'est une belle espèce, elle est sur une plante hôte, voilà. Et elle a fini par arriver, mais ça faisait des dizaines d'années que tout le monde la cherchait sans la trouver. Et ça prouve bien que ces 4 espèces-là sont arrivées avec du réchauffement climatique. On aurait pu prendre plusieurs espèces de libellules, plusieurs espèces de papillons, il y a tout un tas d'espèces qui remontent actuellement à la faveur du réchauffement du climat. Donc ça, c'est un premier souci. Et le deuxième souci, qui est peut-être plus important en termes d'invasion, c'est que le réchauffement climatique va permettre à des espèces tropicales de s'établir chez nous.
Jusqu'à présent, quand on avait des espèces qui vivaient sur mangue en Afrique, notamment les Bactrocera, on estimait le risque relativement limité parce qu'on se disait elles ne vont pas s'établir chez nous, notamment à Paris, autour des aéroports où arrivent les mangues. Et actuellement, on peut se poser la question. Bactrocera dorsalis ne s'est toujours pas établi chez nous, mais est-ce que d'ici 5 ans, elle ne sera pas capable de le faire? Voilà, donc ça, c'est des questions qu'il faut qu'on se pose et qu'on prenne en compte dans les analyses du risque pour éviter de passer à côté de choses importantes. Voilà, alors pour conclure, avant de passer à d'autres questions, donc les introductions de ravageurs des cultures continuent à arriver à un rythme très soutenu. On est toujours au même niveau de plus de 7 espèces par an. Donc c'est énorme, 7 espèces par an, hein. Ça en fait 70 tous les 10 ans. Pour des ravageurs, c'est quand même gigantesque. Donc ça ne se calme pas. Avec le temps, depuis 20 ans, on est à un niveau très élevé. Les filières ornementales sont notamment des sources d'introduction très importantes, qu'elles soient notamment sur les espèces arbustives et ligneuses qui sont particulièrement concernées par les nouvelles introductions. C'est important parce que les ravageurs qui rentrent via les filières ornementales, ils peuvent passer sur des filières beaucoup plus graves d'un point de vue économique, et notamment des filières d'arboriculture ou forestières. Ensuite, ce qu'on peut dire, c'est qu'il faut à tout prix que les analyses du risque prennent en compte le réchauffement climatique de manière beaucoup plus prégnante qu'on le faisait jusqu'à présent. Et en 2020, on vient d'avoir la publication de nouvelles données climatiques à l'échelle du globe et qui inclut les 10 dernières années, où on se rend compte que, en fait, les températures qu'on utilisait jusqu'à présent, qui concernaient des moyennes sur les 50 années précédentes, ça n'a plus rien à voir. Et donc, les nouvelles données vont être appliquées dans les modèles, dans les modélisations de climat, pour mieux prendre en compte le fait que le climat s'est fortement réchauffé ces 10 dernières années. Voilà. Et donc, notre appréciation sur les espèces tropicales doit peut-être être revue, ou au moins, on doit être alerté là-dessus. Voilà. Et donc, pour conclure, il est toujours très important de suivre ces invasions, plus que jamais, pour toutes les raisons que nous venons d'évoquer. Voilà, nous avons terminé. Donc, merci pour votre attention. Et puis, je n'ai pas suivi l'heure, mais je pense qu'on a du temps pour répondre à des questions. Alors, dans les questions, il y a déjà il y a quelques précisions. Popillia japonica qui est présent en Suisse sur les arbres fruitiers, semble-t-il. Oui. Donc, on ne voit pas bien effectivement comment elle ne viendrait pas en France. Bon, effectivement, elle va arriver. C'est une question de... Il n'y a pas... Il y a une question sur Zaprionus. Est-ce que cette mouche peut s'attaquer aux fruits sains, notamment au travers des micro-fissures dans les fruits? Alors, a priori, les deux espèces, elles s'attaquent plutôt aux fruits qui sont endommagés. En tout cas, elles sont citées comme telles. Donc, on n'a pas à ce jour vraiment de recul pour dire qu'elles puissent s'attaquer aux fruits sains. D'accord. Elles pourraient intervenir en ravageur secondaire, par exemple, derrière des attaques de Drosophila suzuki. Une question sur Megacopta. Est-ce qu'elle peut s'attaquer à d'autres légumineuses que le soja? Oui, et même à d'autres plantes. Hein. J'ai plus en tête la liste, mais elle est quand même relativement polyphage. Alors, elle fait le plus de dégâts sur le soja, mais elle peut s'attaquer à d'autres légumineuses. D'une manière générale, donc c'est un plataspidé. Les plataspidés sont bien inféodés aux légumineuses. Et actuellement, on est en train de travailler sur une espèce invasive en Guadeloupe. Donc, un plataspidé qui a été introduit en Guadeloupe. Donc là, on vous a parlé que de la France métropolitaine, mais on en a des listes aussi importantes qui concernent nos DOM et nos TOM. Et je crois aussi que ce Megacopta, il y a des nuisances en cas de pullulation très sévère où elle rentre dans les maisons à la façon. Oui, en plus, elle peut rentrer dans les maisons comme la punaise diabolique, alors. La biomorpha, ouais. En cas de population. Il y a des questions sur Epitrix. Vous avez parlé d'Epitrix hirtipenis sur l'aubergine. Est-ce qu'il n'y a pas une Epitrix qui est utilisée en lutte biologique sur ambroisie? Non, c'est pas un Epitrix, c'est une chrysomèle. Donc, c'est la même famille, mais c'est pas un Epitrix, c'est un insecte qui s'appelle Ophrayella communa,
qui est, Ah, d'accord. qui est un ravageur de l'ambroisie, donc du coup une espèce plutôt bénéfique, et donc qui a été introduite en Italie, je crois en 2014, quelque chose comme ça, où elle provoque de gros dégâts sur l'ambroisie, et donc ça permet un contrôle de l'ambroisie qui a l'air assez important dans le nord de l'Italie. Elle n'est pas D'accord. présente en France. Pour l'instant, elle est pareil, elle n'a pas passé les Alpes, donc elle est toujours uniquement en Italie, en Suisse et je crois en Slovénie. Donc la question qu'on se pose actuellement en France, c'est est-ce qu'on lui faciliterait pas la tâche, on lui ferait pas passer les Alpes, sachant que de toute façon elle va arriver, de manière à contrôler ces ambroisies qui sont quand même une nuisance en santé humaine très très importante. Alors, il y a une remarque sur le cynips du châtaignier qui, en fait, signale que, alors bon, je suis pas du tout spécialiste de cette bestiole, mais que, en fait, les populations pourraient se stabiliser et en fait, il y aurait eu plus de peur que de mal et que d'ici une dizaine d'années, on n'en entendrait plus beaucoup parler. Oui, Alors, moi je suis assez d'accord avec ça. Oui, ça va être le cas. Tant mieux, tant mieux. Ça fait partie des cas intéressants. Le fait qu'on ait introduit le parasite. d'attaque, ben, ça nous a fait gagner pas mal d'années de production de châtaignes. D'accord. Et puis alors après, il y a des questions plus… Alors, moi j'en ai une personnelle, c'est sur Eurygaster, sur céréales. Il y a eu des signalements, me semble-t-il, dans l'Est de la France. Est-ce qu'on sait si elle s'installe durablement ou est-ce que c'est juste des introductions ponctuelles? Alors, ben, moi je suis pas au courant, mais ça m'intéresse. Je pense Eurygaster, il faudrait connaître l'espèce, mais a priori c'est des espèces présentes chez nous, hein, il n'y a pas de souci, on en a plusieurs chez nous. On en a au moins 3 espèces sur céréales en France. Et alors, c'est un cas intéressant parce que en Europe continentale, on n'a jamais de dégâts sur le blé, notamment, liés aux espèces de Eurygaster qui pourtant sont fréquents. On a beaucoup de dégâts, par contre, en Afrique du Nord, avec une espèce qui n'est pas chez nous, qui s'appelle Integriceps. Et donc, depuis la nuit des temps, c'est un ravageur important des céréales en Afrique du Nord, mais pas chez nous. Et donc, le fait qu'il y ait des dégâts actuellement, ben, ça pourrait être lié effectivement au réchauffement climatique. D'accord. Donc, je suis pas au courant de ce problème-là, mais c'est un problème sans doute très intéressant. Parce que c'est un cas de refus en fait de l'eau de céréales, hein, notamment en Afrique du Nord, en Égypte en particulier. Ah oui, parce qu'il y avait des Eurygaster dedans. Voilà. Ouais, ok. C'est pas étonnant, hein. S'il n'y avait pas de niveau de population très important, c'est un classique chez nous, les Eurygaster en céréales. Alors, enfin, vous lirez tous les commentaires parce que c'est difficile de prendre toutes les questions. Mais après, il y a des questions un peu plus générales sur les réseaux de collecte d'informations, la mise en œuvre des réseaux de suivi, les prises de décision, qui intervient, comment ça se passe au niveau européen. C'est-à-dire, plus globalement, comment se passe ce travail tout à fait remarquable, je le répète, de suivi de ces invasions et de suivi des conséquences ensuite. Alors, bon, on peut essayer de répondre à ça. Il y a au niveau international, c'est organisé par la CIPV. La Convention internationale pour la protection des végétaux. Voilà, la Convention internationale pour la protection des végétaux, dont l'Europe est signataire et qui regroupe l'essentiel de l'humanité en dehors de la Corée du Nord et de quelques pays comme ça. Et donc, ça prend en compte les problèmes phytosanitaires et les invasions biologiques qui ont un intérêt en agriculture dans le commerce international. Le but de cette convention étant de permettre de lutter contre les invasions tout en prenant pas des mesures abusives pour des raisons commerciales. Voilà, donc ça c'est le cadre général. Et après, chaque pays décline cette convention-là chez soi avec et en France, donc l'organisation gouvernementale qui est chargée de ça, c'est la DGAL, donc la Direction générale de l'agriculture et de l'alimentation et de la forêt, donc qui est un service du ministère de l'Agriculture et qui surveille donc, à la fois les invasions
et qui prend les mesures nécessaires derrière si on estime qu'il y a besoin de faire des éradications. Et donc, comment ça se passe en pratique? Donc, il y a des services officiels de l'État qui sont dans les ports, les aéroports et qui surveillent tout ce qui arrive, les marchandises, notamment les marchandises à risque. Et c'est pour ça qu'ils surveillent beaucoup les fruits tropicaux, les citrus, tous les plants de pommiers, tous les plants de vigne, enfin tous les pommes de terre. Ça, c'est très très bien surveillé. Tous les insectes qui sont trouvés là-dedans arrivent au laboratoire de la santé des végétaux à Montpellier. C'est pour ça qu'on a une base ici importante et qu'on peut suivre de manière assez efficace les invasions. Donc il y a cette surveillance-là qui est officielle. Après, c'est des services de l'État. Ils ont des moyens relativement limités, comme tous les services de l'État. Et donc, on a aussi des invasions qui sont détectées par des particuliers, par des naturalistes. Et ce sont ces signalements-là qu'il ne faut pas qu'on loupe. Et qu'on loupe parfois parce qu'on n'a pas d'informations. Et le fait qu'il y ait des forums actuellement, ça nous facilite beaucoup la tâche. Et donc, je pense qu'on rate moins de choses que par le passé grâce aux réseaux sociaux et aux sciences participatives. Après, c'est clair que ces amateurs-là, ils vont pas nous détecter des psylles ou des trips ou des alrodes. Ça marche bien pour des grosses bêtes. Voilà, donc, d'un côté, il y a un réseau officiel et puis il y a tout le monde qui peut contribuer. Et après, une fois qu'on a fait une détection, donc nous, à chaque fois, enfin nous et surtout l'ANSES, à chaque fois qu'il y a une détection qui est faite, l'ANSES fait une fiche d'alerte qui va signaler à la DGL, donc au ministère de l'Agriculture, qu'il y a ce problème-là qui a été découvert. Et c'est au ministère de l'Agriculture de décider si c'est suffisamment important pour qu'on fasse des études ou pas derrière. Et si c'est suffisamment important pour qu'on prenne des mesures d'éradication ou de contrôle derrière. Voilà. Et donc régulièrement, on est sollicité, les experts sont sollicités par la DGL et par l'ANSES pour faire des analyses du risque phytosanitaire, c'est-à-dire que si je prends celle qui est d'actualité là pour la Guadeloupe, donc on a découvert une petite punaise qui s'appelle Brachyplatis aeneus, donc subaeneus en Guadeloupe. Et donc la DGL nous a sollicité pour savoir s'il fallait prendre des mesures pour éviter qu'elle soit introduite en Martinique et en Guyane. Et donc, on essaye de répondre à cette question-là. Et si la question, c'est oui, il faut prendre des mesures, à ce moment-là, on proposera des mesures qui seront prises ou pas à l'import. Enfin, qui seront prises pour éviter qu'elles n'arrivent et pour éventuellement essayer de l'éradiquer ou de la limiter. Donc, voilà en gros comment c'est organisé. C'est comme ça dans tout le continent européen. Je ne sais pas, Raphaël, s'il y a d'autres choses à ajouter. Après, tu n'as pas parlé de la liste de quarantaine. C'est au niveau de l'Union européenne, c'est l'Union européenne qui fixe pour l'ensemble des pays membres de l'Union, du coup, les listes de quarantaine, la liste de quarantaine. Donc, liste, je crois que c'est plus d'une centaine d'insectes qui sont définis comme de quarantaine, dont un certain nombre qui sont de quarantaine prioritaire. Et donc, c'est surtout là que va se concentrer la surveillance officielle du ministère de l'Agriculture. Donc, sur ces espèces-là, après, c'est vrai qu'on voit que dans les 50 espèces qu'on a listées, il y en a quand même la majorité qui sont des espèces non de quarantaine, donc qui ne font pas l'objet forcément de surveillance officielle et de contrôle officiel. Oui, donc oui, j'ai oublié ça effectivement. Donc, on a une liste d'organismes indésirables pour toute l'Europe qui est uniformisée et donc qui comprend, je crois que c'est 135 actuellement. Ouais, c'est difficile à compter parce qu'il y a des familles qui sont listées. Donc, bref, c'est des insectes qu'on surveille de manière très active partout en Europe. Et puis, il y a tout ce qui arrive qui n'était pas prévu. Et parmi ceux-ci, si on prend quelques exemples, Drosophila Suzuki n'avait jamais été identifié par personne comme étant un organisme à risque. Voilà. Donc là, ça fait partie des loupés qu'il y a eu. Elle s'est disséminée tellement rapidement qu'elle n'a pas non plus été… Tout absoluta pareil. Ça, c'est des bêtes qui sont arrivées de manière imprévue et qui ont tellement été vite dans leur invasion qu'il n'y avait plus rien à faire. Alors, il y a Anne-Sophie Roy qui participe souvent à la CIRA d'ailleurs, qui rappelle que l'OEPP aussi collecte les informations au niveau européen sur les ravageurs réglementés et sur les nouvellement introduits. Alors, je ne vais pas parler de l'OPP, ça fait partie des organismes intergouvernementaux. Donc là, l'OPP, c'est au-delà de l'Europe.
Ça prend aussi en compte toute une zone géographique qui a à peu près les mêmes risques en raison de son climat. Donc, ça prend toute l'Europe, mais ça prend aussi l'Afrique du Nord, Israël et des pays comme ça. Et donc, l'OPP aide les États qui cotisent à l'OPP dans leur lutte contre les invasions biologiques d'origine agricole. Et notamment, l'Europe, la France font partie de l'OPP. Et donc, on suit leurs recommandations et on surveille attentivement leurs informations d'alerte, qui nous aident aussi. Quand on voit que l'OPP signale des alertes en Italie, en Espagne ou pas loin de chez nous, on se tient en éveil. Très bien. Écoutez, je pense qu'on est arrivé au terme. Merci, un tout grand merci à Jean-Claude et Raphaël pour cet exposé brillant. Comme d'habitude, de toute façon, donc on savait qu'on était en terrain connu. Et puis merci pour avoir fait ce point qui est tout à fait passionnant et qui est nécessaire et qui est demandé, qui est attendu par le public. En témoigne le nombre d'auditeurs. Voilà, donc merci beaucoup à tous et puis je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Et puis, j'espère à très bientôt dans une année un peu moins chaotique que 2020. À bientôt. Merci. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Bientôt. Au revoir.